une phrase introductive juste pour poser le contexte de ce que je vais vous raconter. Du coup, la première partie, c'est issu, et la plus grosse partie, je pense, c'est issu du coup de mon mémoire de master que j'ai soutenu en 2021. Et du coup, comme l'a posé Laurence, du coup, ça se succède en termes de période. Donc, de toute façon, je vais y revenir et je vais rappeler les dates. Mais là, on va revenir collectivement en 2018, au moment où je commence mes recherches de master. Et là, du coup, entre le master et la thèse, j'ai fait autre chose. Et puis maintenant, je suis en thèse, du coup. Donc, ouais, juste pour reposer le mémoire, il était sur un collectif qui s'appelle le Front de Mer, j'y reviendrai, qui est un syndicat de parents écologistes des quartiers populaires qui a émergé à Bagnolet, du coup, dans le 93 en 2016. Et là, ma thèse actuellement, du coup, elle poursuit le fait de penser les questions de mobilisation écologiste depuis les quartiers populaires de France hexagonale, depuis d'autres collectifs, et que je ne vais pas citer parce que ma thèse est encore en cours et que... Enfin, il y a Get Up que je vais citer parce qu'avec Get Up, on fait déjà des interventions publiques communes, mais je ne citerai pas explicitement les autres collectifs. Voilà, ça étant posé comme ça. Du coup, à la suite de cette période d'effervescence des mobilisations autour du contexte de la COP21 documentée par Laurence, les écologistes ont continué du coup à s'interroger autour des deux questions qui font le fil de la thèse et de l'ouvrage de Laurence, du coup autour du bon sujet politique et des bons moyens d'action. Et du coup, lorsque je commence mes recherches de master en 2018, les mobilisations écologistes, elles connaissent un autre élan contextuel, d'effervescence aussi, qui font monter du coup ces enjeux sur la scène publique. On peut noter notamment la nouvelle expulsion à Notre-Dame-des-Landes en avril, à la suite de l'abandon du projet de l'aéroport, une nouvelle publication aussi du rapport du GIEC, différentes tribunes scientifiques qui interpellent les pouvoirs publics, mais aussi la période des marches pour le climat de 2018-2019. Si ces marches pour le climat se forment spontanément le 8 septembre 2018 en réaction à la démission du ministre Nicolas Hulot, annoncé quelques jours plus tôt sur la radio France Inter, très vite, les organisations écologistes forment une coalition et se saisissent des marches avec pour objectif du coup qu'elles se multiplient, qu'elles se massifient et qu'elles portent des revendications plus définies. À l'appel du coup de Greta Thunberg et des grèves scolaires pour le climat, ces marches de la période 2018-2019 donnent lieu à ce qui sera qualifié par la suite de génération climat. Ces marches pour le climat, elles sont considérées comme un moment de victoire politique par le mouvement écologiste. En effet, la période marque pour les militants et militantes un moment de bascule dans la prise en compte des questions climatiques par l'opinion publique, un moment à partir duquel l'ensemble de l'échiquier politique, jusqu'à l'extrême droite, se positionne autour de ces enjeux. Ces marches, elles manifestent une montée en puissance de l'écologie dans un contexte où les organisations du mouvement climat témoignent avoir mis en place leur capacité maximum de mobilisation. La stratégie des écologistes majoritaires dans ce cadre, c'était celle d'un mouvement du coup de masse dont l'objectif était d'inclure tout le monde, je cite. Les marches climat du coup de 2018-2019, elles ont permis au mouvement d'asseoir une légitimité à être une force sociale importante. Mais cette période de développement de l'écologie, elle a confirmé, voire renforcé, la position sociale dominante, à savoir que ce sont très largement des personnes blanches, de classe favorisée, qui ont participé à ces manifestations, comme le documentent notamment les enquêtes du collectif de sociologues Quantité Critique. Pour le mouvement climat, ce constat d'une forme de plafond dans la typologie des personnes qui participent à ces mobilisations écologistes, même dans un contexte du coup d'effervescence très forte, va les amener en discussion bilan des marches pour le climat, à se dire qu'il faut maintenant changer de stratégie. Pour massifier encore davantage, les militants et militantes souhaitent atteindre les marges, à savoir du coup les personnes issues de classes populaires et ou racisées. Je pense que je vais passer cette partie pour laisser un peu de temps à la discussion, parce qu'en fait, c'était pas une partie sur laquelle j'étais très sûre, du coup, ça m'arrange. Voilà. Mais on pourrait y revenir. Hop, voilà, je passe, et on est bon. Du coup, à l'instar des marches pour le climat, la fin de l'été 2018, elle est aussi marquée par une autre irruption spontanéiste, avec l'émergence de la révolte des Gilets jaunes. Pour le mouvement climat, au moins deux enjeux se posent alors. Le premier, c'est de parvenir à ne pas se faire éclipser médiatiquement par le mouvement des Gilets jaunes. Et le second, c'est de trouver des moyens d'alliance avec les Gilets jaunes contre le gouvernement.
Et bien que c'est pu être un choix complexe pour les écologistes majoritaires à ce moment-là, la mobilisation des Gilets jaunes, c'est une opportunité pour elles et eux de se rapprocher des classes populaires qui sortent dans la rue chaque samedi. Et ainsi, du coup, toucher stratégiquement une frange de la population que ces organisations ne parvenaient pas à atteindre. Aux questions de classe s'ajoutent les questions raciales. En effet, une autre force majeure qui a marqué le premier quinquennat macroniste, c'est le mouvement contre les violences policières et contre le racisme porté par le comité Vérité et Justice pour Adama, accompagné par de nombreux autres collectifs de familles de victimes de violences policières, en particulier le collectif Vivolé, porté par la famille de Lamine Dieng, mort à la suite d'un plaquage ventral effectué par des policiers le 17 juin 2007 à Paris. Le comité Adama s'est quant à lui formé au moment du décès d'Adama Traoré, lui aussi asphyxié par un plaquage ventral policier le 19 juillet 2016 à la gendarmerie de Persan. Le comité Adama, il s'est tout de suite rapproché des Gilets jaunes en 2018 et a impulsé une coalition avec les écologistes en organisant une action commune de blocage du centre commercial Italie 2, dont vous voyez une photo à l'écran, avec le collectif écologiste Extinction Rebellion le 5 octobre 2019 à Paris. La lutte contre le racisme et les violences policières, elle a connu une période d'accélération à la suite de la mort du noir états-unien George Floyd le 25 mai 2020. Sa mort a provoqué un émoi international et a mis sur le devant de la scène ces questions de racisme et de violences policières. Quelques jours après la mort de George Floyd, un rapport d'expertise sort dans l'affaire judiciaire d'Adama Traoré, 4 ans du coup après la mort de ce dernier, et ce rapport le qualifie de sujet de race noire, affirme qu'il serait mort des suites d'un œdème cardiogénique, de problèmes cardiaques, et ne donne aucune certitude sur ce qui aurait provoqué sa mort, mais exclut pourtant au sein du rapport la possibilité d'une asphyxie provoquée par le plaquage ventral qu'il a subi. Cette expertise, qui était très attendue par la mobilisation et en particulier par la famille de la victime, qui espère un procès contre les gendarmes, elle est vécue comme un déni de justice. Et le comité Adama organise donc un rassemblement intitulé « Révolte contre le déni de justice » devant le parvis du tribunal de Paris le 2 juin 2020. La France, elle est alors déconfinée depuis le 11 mai. Les rassemblements sont encore interdits par les pouvoirs publics. Pourtant, 80 000 personnes, selon les organisatrices, ont bravé l'illégalité pour soutenir le combat du comité Adama pour la vérité et la justice. Le 13 juin, donc quelques jours plus tard, le collectif organise une marche qui, bloquée par la préfecture de police, s'est transformée en un vaste rassemblement place de la République à Paris. Cette fois-ci, cette mobilisation intitulée « Mobilisation nationale, vérité et justice » rassemble, selon les organisatrices, 120 000 personnes. En particulier des jeunes qui seront à ce moment-là désignés comme la génération Adama, faisant écho à la génération climat. Ces deux temps sont historiques dans la lutte française contre le racisme et les violences policières. Cette cause n'avait pas rassemblé autant de personnes dans la rue depuis la marche pour l'égalité et contre le racisme de 83. Ces deux événements-là, du coup le rassemblement du 2 juin et celui du 13 juin, ils viennent légitimer le comité Adama. Ça place ce collectif, tout comme le mouvement climat quelques mois auparavant, comme une force des mobilisations collectives et va favoriser le rapprochement entre ces deux blocs. Le 18 juillet 2020, ces deux blocs, du coup le bloc écologiste et le bloc antiraciste, se réunissent dans les rues de Beaumont-sur-Oise dans le cadre de la 4e marche de commémoration du décès d'Adama Traoré. Le mot d'ordre, comme c'est posé à l'écran suite à une photo de la manifestation, c'est dans un geste d'alliance historique entre ces deux luttes et de convergence autour de la question des violences policières, c'est « on veut respirer ». Les Gilets jaunes, les collectifs de lutte contre le racisme et les violences policières vont participer par leur lutte et par les rencontres, les formes d'alliance qui se jouent, à remettre en question au sein de l'espace militant à poser des questions au sein de l'espace militant écologiste. En effet, comment rester indifférent aux enjeux de classisme ou de racisme face au samedi jaune ou au rassemblement des 2 et 13 juin 2020. La période 2018-2020, je n'ai pas voulu détailler plus. Après, on pourra revenir dans la discussion sur comment se fabrique la marche Adama, par exemple, ou ce genre de moments que je documente dans le mémoire. En tout cas, cette période, elle pose un contexte au sein des mobilisations écologistes, avec lequel je voulais introduire le propos, du coup, qui permet d'appuyer les rapports de force sur les questions de lutte contre le classisme et le racisme. J'en parle pas ici, mais je l'évoque juste en une phrase. Cette période, c'est aussi un contexte d'émulsion autour des questions queer féministes,
notamment en réaction à MeToo, aussi appelé Balance ton porc dans le contexte français, qui a notamment donné lieu cette même année, du coup en 2020, le 8 mars 2020, à un des plus grands rassemblements de la cause féministe de ces dernières années, avec 60 000 personnes dans les rues le 8 mars 2020, du coup. Durant ces 2 années, 2018-2020, moi, du coup, j'effectue une recherche sur les transformations du champ des mobilisations écologistes dans la prise en compte de ce qu'on appelle, en particulier en phénoménologie critique, les oppressions systémiques, donc à savoir le classisme, le racisme, le sexisme, etc. J'effectue cette recherche, je vous l'ai dit en introduction, à partir du prisme d'un collectif spécifique qui s'appelle le Front de Mer, qui se définit du coup lui-même comme un syndicat écologiste de parents des quartiers populaires, et qui s'est mis en place autour d'une revendication au départ, qui est celle de la mise en place d'une alternative végétarienne dans les cantines scolaires, en particulier les cantines élémentaires et maternelles. Et vous avez peut-être lu du coup les ouvrages, donc ça c'est le Front de Mer, enfin c'est le Front de Mer, cette photo a été prise en 2020, je crois, 2021. Ouais, vous avez peut-être lu du coup les ouvrages de la cofondatrice du collectif qui s'appelle Fatima Wassak, qui a publié du coup La puissance des mers pour un nouveau sujet révolutionnaire et pour une écologie pirate et nous serons libres. Où elle raconte aussi des éléments de ces luttes si vous voulez en savoir plus. L'objectif à ce moment-là de cette recherche, de la faire depuis un collectif de quartiers populaires porté par des femmes issues d'immigration post-coloniale africaine, c'était de donner à voir comment les assignations systémiques et leur contexte de mobilisation, il entraînait des modalités spécifiques dans le rapport de ce qu'on appelle écologie. Comment en fait la manière dont on définit l'écologie, il n'y a pas une définition en soi, il y a des définitions situées, et de travailler à mettre à l'épreuve ce terme d'écologie du coup dans ce contexte-là. Et un des autres objectifs, c'était de voir un peu le répertoire d'actions spécifiques qui se posait dans ce contexte de collectif de quartier. Et un des résultats du coup de cette enquête, c'est que si le Front de Mer a dès ses prémices défini sa lutte en faveur de l'alternative végétarienne dans les cantines scolaires comme une lutte écologiste, avec une volonté de s'inscrire dans cette scène militante, elles en ont longtemps été exclues par différents mécanismes d'entrave et d'oppression. Ça a transformé leur stratégie d'action et fait de la volonté d'être considérées comme légitimes en tant que collectif écologiste un objectif de lutte en soi. Elles ont mis en place une mobilisation pour être considérées comme écologistes. Je vais juste citer quelques exemples rapidement sans rentrer dans les détails, mais on pourrait y revenir dans la discussion. Des différents mécanismes qui se sont joués alors dans leur volonté de s'inscrire dans cette scène-là. Le premier mécanisme, Laurence, elle en a parlé aussi dans sa présentation, c'est le mécanisme d'invisibilisation de la lutte. Du coup, la manière dont, notamment dans ce contexte, où on revient du coup dans les années 2016-2020, grosso modo, la manière dont les luttes écologistes en quartier populaire sont considérées comme inexistantes et de fait invisibilisent les revendications des populations et font que, quand bien même elles se revendiquent comme telles, elles ne sont pas considérées comme telles dans l'imaginaire collectif. Un deuxième exemple de processus, c'est celui de la disqualification, qui renvoie au fait que la lutte, elle est entravée par des formes d'oppression. Ici, ça a beaucoup été la question du racisme. Le Front de Mer, il a notamment été beaucoup accusé d'islamisme, de communautarisme, de séparatisme et d'indigénisme, dans le contexte de sa lutte pour une alternative végétarienne dans les cantines scolaires. Du coup, le fait de demander des plats sans viande à la cantine, de la part d'un collectif composé à majorité de femmes musulmanes, était considéré comme une demande qui ne pouvait pas avoir de dimension écologiste. Je ne rentre pas plus en détail non plus pour pas être trop long, mais on pourrait y revenir si ça vous intéresse. Le troisième exemple que je voulais donner, c'est celui du mécanisme de récupération. En effet, du coup, malgré les périodes d'invisibilisation qui les ont mis en difficulté, les périodes de disqualification qui ont été complexes et qui ont mis à mal le collectif, elles ont gardé le cap et continué à se mobiliser dans le cadre de cette campagne pour le végétarisme dans les cantines. Et une fois que cette idée a commencé à obtenir une adhésion plus large, donc encore une fois on se remet dans le contexte 2016-2020 où aujourd'hui ça paraît évident et c'est notamment grâce à elle qu'aujourd'hui il y a des formes d'alternatives dans les cantines scolaires. On pourra y revenir aussi dans la discussion si ça vous intéresse. Mais du coup,
il y a un moment où la campagne a commencé à prendre et où cette question du végétarisme à la cantine est devenue un truc qui a posé une plus forte adhésion. Et notamment du coup à Bagnolet dans le 93, là où elles ont milité en premier lieu, où elles se sont investies en premier lieu, d'autres collectifs ont commencé à reprendre cette campagne pour le végétarisme dans les cantines, sans les citer, sans les inviter à participer. Donc Bagnolet, c'est quand même, c'est une ville, mais ça reste un espace assez restreint. Et parmi les personnes qui organisaient ce type d'événements, c'était notamment les mêmes qui, quelques mois auparavant, les traitaient d'islamistes. Et du coup, il y a tout ce processus de disqualification qui a beaucoup été posé par elle. Le dernier mécanisme que j'évoque rapidement, c'est celui que j'ai appelé la sous-catégorisation. Donc la sous-catégorisation, c'est un processus qui a été dénoncé par les militantes du Front de Mer suite au fait qu'une fois qu'elles ont gagné en visibilité, qu'elles ont commencé à pouvoir intervenir dans la scène militante écologiste, elles étaient toujours invitées aux côtés de collectifs écologistes tout court, en tant que collectif d'écologie populaire, d'écologie décoloniale, d'écologie quelque chose. La sous-catégorisation dans ce contexte traduisait des mécanismes d'infériorisation de leur lutte. Ça renvoie à un processus qui est assez classique, en réalité, qui a été documenté avant que je le fasse par ailleurs sur d'autres types de collectifs, qui est un processus par lequel les collectifs dominants, et ça renvoie aux questions de blanchité qu'on évoquait en introduction, qui ont été définies par Laurence, c'est les mécanismes par lesquels du coup, les dominants ne sont jamais nommés et caractérisent toujours l'universel, le neutre, la norme, face à des collectifs de quartier qui caractérisent des formes de singularité, de spécificité, et avec lesquels, en caractérisant, on amenuise. Et il y avait beaucoup des enjeux de lutte, en tout cas de penser ces collectifs d'écologie tout court à l'aune de la question du climat, de la biodiversité, de concepts un peu comme ça hors sol mais très nobles, avec à côté du coup la question de l'écologie populaire qui était rattachée aux questions de déchets, d'alimentation et de choses qui sont éminemment centrales mais qui étaient posées en parallèle et qui rendaient les choses moins nobles et du coup sous-catégorisées. On ne parlait jamais d'écologie bourgeoise et d'écologie populaire, mais toujours d'écologie tout court et d'écologie populaire. Des collectifs se définissent eux-mêmes comme étant d'écologie populaire ou d'écologie décoloniale. Par la suite, le Front de Mer lui-même a évolué et a commencé à utiliser cette étiquette d'écologie populaire, mais ce n'était pas leur cas à cette époque-là. Et on leur accolait pourtant systématiquement des formes d'étiquettes, et c'était pris pour elles comme une forme d'infériorisation dans les contextes de coalition dans lesquels elles se retrouvaient. Du coup, dans le cadre de cette stratégie pour se légitimer en tant que collectif écologiste, le Front de Mer a mis en place des objectifs d'alliance avec d'autres collectifs écologistes considérés comme légitimes. Avec cette idée que si on travaille ensemble et que vous êtes considérés comme écologistes de façon légitime, peut-être que nous aussi, on va pouvoir bénéficier de ce rapport-là. Du coup, le collectif a beaucoup travaillé avec l'Association végétarienne de France, avec Greenpeace ou encore avec Alternativa, qui travaillait justement dans le contexte du coup des marches pour le climat et post-marche pour le climat, à essayer de s'allier avec des collectifs de quartier dans leur redéfinition stratégique dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est notamment par l'intermédiaire du Front de Mer que l'alliance historique s'est faite avec le comité Adama lors de la 4e marche de commémoration du 18 juillet 2020. Un an plus tard, du coup, Alternativa et le Front de Mer ont poursuivi leur travail d'alliance et ont ouvert un lieu commun à Bagnolet dans le 93 appelé Vert Dragon, maison de l'écologie populaire, qui a fermé en décembre 2023 après 2 ans et demi d'activité. Mes recherches actuelles, du coup, dans le cadre de mon doctorat, elles poursuivent ces questionnements dans un contexte de recomposition des constants des mobilisations, dans lequel du coup la légitimation et la visibilisation du collectif Front de Mer a entraîné une prise en compte croissante des questions de classisme et de racisme au sein du champ écologiste. Et en miroir, elle donne à voir une forme d'écologisation, démobilisation antiraciste et des quartiers populaires. Ça se traduit principalement sur 2 modalités.
La première, c'est qu'il y a des créations de pôles ou de projets écologistes en interne de collectifs issus des quartiers populaires et de la scène antiraciste qui commencent à se créer, du coup, des projets écologistes portés par des personnes racisées qui plutôt s'inscrivent historiquement dans des mobilisations de quartiers populaires et antiracistes. C'est le cas notamment du collectif Get Up qui porte un projet sur les questions d'injustice climatique sur lequel je reviendrai un peu rapidement tout à l'heure. Et la deuxième modalité, c'est celle de la création récente, du coup, de nouveaux collectifs spécifiquement à cette articulation de l'écologie et de l'antiracisme, comme c'est le cas, du coup, de Banlieue Climat, Destin Lié, le collectif Vietnam Dioxine, l'Observatoire Terre-Monde, l'association A4 ou encore Génération Lumière. Ces collectifs, ils donnent à voir la constitution d'une nouvelle scène écologiste de lutte contre le racisme environnemental, spécifiquement française, renvoyant aux histoires singulières de la manière dont les pouvoirs publics et les entreprises françaises ont intoxiqué et intoxiquent toujours, de manière différenciée, certains corps territoires liés au maintien d'un prisme raciste qui est encore à l'œuvre dans nos sociétés contemporaines. Laurence l'a dit rapidement dans sa présentation, il y a cette circulation qui se fait parfois qu'on peut avoir comme tentation du coup dans les luttes françaises de vouloir importer des choses et de les calquer directement. Il y a tout l'aspect très positif de la circulation des idées et de la manière dont, en tant que militant à des scènes européennes ou internationales, on se rencontre et on partage des idées, des modalités d'action, etc. Et c'est plutôt de cet ordre-là que ça se joue, la manière dont ces circulations, notamment par l'intervention de It Takes Roots et par d'autres formes de collectifs, d'autres formes de rencontres, fait qu'il y a des formes de circulation qui se posent. Mais là où c'est pour moi, et bon, c'est des réflexions en cours, là où c'est particulièrement intéressant avec les dynamiques qui se jouent dans ces collectifs que vous voyez à l'écran, c'est que c'est des collectifs qui partent du contexte français, des modalités d'intoxication raciste du contexte et de l'histoire coloniale française. Avec, il y a trois principaux exemples que je vais citer en une phrase, qui sont... on y reviendra dans la discussion peut-être. Les trois principaux exemples étayés aujourd'hui qui attestent d'un racisme environnemental en France. Parce que, ouais, juste peut-être pour reposer quand même un contexte là-dessus, du coup, on vous a un peu posé cette histoire du racisme environnemental états-unien, mais nous, du coup, depuis le monde académique français, c'est hyper dur de travailler à rendre compte du racisme environnemental. Laurence a donné des billes sur la difficulté à publier des ouvrages sur les questions de blanchité. Il y a un cadre plus large dont l'exemple de Blanquer donné par Laurence tout à l'heure est un exemple de à quel point il est ultra dur en France de travailler sur les questions raciales depuis l'université et notamment en fait les chercheurs et chercheuses qui plutôt s'inscrivent spécifiquement sur ce champ de la question antiraciste ne trouvent pas de poste, ne réussissent pas à se faire publier, etc. etc. Il y a vraiment beaucoup de chercheurs et chercheuses majeurs que l'on perd dans la science française, aussi attachés, je peux être à l'institution académique française, qui partent notamment aux États-Unis ou dans d'autres espaces parce qu'il y a un blocage sur la capacité à pouvoir travailler sur les questions antiracistes et de racialité en France. Et autour des questions de racisme environnemental, il y a aussi ces difficultés-là qui sont un peu plus amenuisées parce qu'on passe par le biais de la question écologique et environnementale qui est un peu plus noble et sur lequel il y a plus de possibilités de recherche scientifique. Mais il y a des difficultés, et notamment celle, pour m'arrêter là-dessus, la difficulté, pour le dire comme ça, qu'il y a à pouvoir faire notamment des données quantitatives sur les contextes de vie des personnes racisées, parce qu'on ne peut pas explicitement poser ce truc de dans tel quartier il y a X% de noirs, d'arabes, etc., etc. Ça se fait pas en France, ça se fait aux États-Unis, pas ici. Et du coup, ça rend difficile de montrer des corrélations entre des lieux d'intoxication et des lieux où des personnes racisées habitent ou travaillent ou vont à l'école, etc., etc. Bref, parenthèse fermée. Mais du coup, les trois principaux exemples que je voulais donner, et si j'ai fait cette parenthèse, c'est pour poser le fait que du coup, il y a peu d'exemples
et que ça, pour moi, c'est des travaux majeurs, c'est des travaux pépites en fait, qui en fait permettent de lancer un peu cette dynamique autour de la documentation des cas de racisme environnemental dans le contexte de la France aujourd'hui. Il y en a deux, et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu des possibilités plus larges à ce que ces travaux existent, qui sont pas en France hexagonale, et du coup penser le contexte de la colonialité et du racisme en dehors de la France hexagonale, c'est beaucoup plus simple que de le faire depuis la France hexagonale. Le premier, on l'a évoqué à plusieurs reprises parce que c'est des travaux majeurs, mais du coup c'est le travail de Malcolm Ferdinand et pas que, où du coup il y a du coup des recherches qui attestent du contexte de racisme environnemental dans le cadre des Antilles, du coup en Martinique et en Guadeloupe, et du coup de l'intoxication à un pesticide organochloré qui s'appelle le chlordécone, du coup qui a intoxiqué ces îles pendant 30 ans, dans un contexte avéré de racisme environnemental et d'une différenciation du traitement des populations des Antilles comparativement aux populations hexagonales, et avec du coup tout un travail qui a été fait par Malcolm de mise en parallèle de l'histoire de l'esclavagisation et du coup de la continuité des industries de la banane qui utilisent du coup le chlordécone. Le chlordécone, c'est un pesticide qui est utilisé dans les bananeraies. Et du coup, l'intoxication de ces îles. Bon, je ne vais pas être plus long là-dessus parce que je pourrais en parler pendant des heures. Le deuxième exemple, dans un contexte hors France hexagonale qui est important... ah oui, pardon. Ça, c'est du coup le bouquin de Malcolm. Et le deuxième, bon, j'ai pris ce bouquin-là, mais on pourrait en prendre d'autres. Le deuxième exemple en dehors de la France hexagonale, c'est la question des intoxications radio-induites dans le contexte de ce qu'on appelle la Polynésie française, que je vais appeler Mao-Inuit, parce que c'est comme ça que du coup les collectifs plutôt de ces atolls ont envie d'être définis. Et du coup, à Mao-Inuit, il y a eu 193 bombes atomiques qui ont été explosées par la France entre 1966 et 1996. 1913 je sais plus, 1996, ouais, 193 bombes atomiques jusqu'à 1996. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, une bombe atomique d'un essai nucléaire français, moi j'aime beaucoup qu'on utilise ce terme d'essai quand on largue une bombe atomique. Et du coup, ces bombes-là, donc, qui avant étaient explosées en Algérie dans le contexte colonial et où on a arrêté d'exploser des bombes dans le Sahara algérien en 66. Du coup, après, on est parti dans les atolls en Mao-Inuit. Et une bombe, c'est l'équivalent de 4 fois Hiroshima. Et il y en a 193 qui ont été explosées sur des îles dans le Pacifique. Du coup, il y a aujourd'hui un contexte de maladies ultra graves liées au contexte de la radioactivité locale et un contexte sanitaire qui est dramatique et catastrophique. Et enfin voilà, ça c'est un autre exemple du racisme environnemental français. Je sens que je me perds là et que voilà. Le troisième exemple que je voulais évoquer rapidement parce que c'est pareil, c'est un des cas étayés à mon sens de racisme environnemental dans un contexte français et qui lui l'est dans le contexte de la France hexagonale et du coup c'est un travail majeur qui est le travail effectué par William Hacker, du coup qui est un juriste membre de la communauté de ce qu'on qualifie administrativement en France les gens du voyage. Du coup les gens du voyage c'est les personnes roms, tziganes, manouches, etc. Et du coup, William, donc suite à l'incendie qui s'est déroulé à Lubrizol en 2019, a lancé une grande enquête sur les conditions des aires d'accueil auxquelles sont assignés. Il y a une ségrégation résidentielle pour les aires d'accueil des gens du voyage en France. Bon, je ne vais pas détailler ça, on pourra en reparler dans la discussion, ça serait trop long. Mais globalement, du coup, les personnes gens du voyage, elles habitent dans des aires d'accueil spécifiques qui sont fortement intoxiquées et qui entraînent du coup le fait qu'elles ont 15 ans de moins d'espérance de vie que le reste de la population française. Et voilà. Et du coup, c'est un travail qui documente ça. J'arrive sur la fin. Mais on pourra rediscuter de tout ça. Du coup, moi, dans le cadre de mes recherches en cours que je vous partage, mais sur lesquelles il y a encore beaucoup de travail à faire et que j'essaye de donner à voir... j'essaye de donner à voir comment, en interne du contexte hexagonal, la mise en place dans les années 60 en particulier de ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers politiques de la ville et leur transformation historique renvoie à la fois à des assignations résidentielles d'injustice environnementale avec des logements dans des cadres dégradés et notamment intoxiqués, et à la fois à des formes d'assignation raciale liées aux politiques publiques de peuplement de ces quartiers.
L'hypothèse sur laquelle je travaille, une des hypothèses sur lesquelles je travaille, c'est qu'il y a une forme spécifiquement française de racisme environnemental hérité de la période coloniale, liée aux territoires que sont les quartiers populaires et aux corps du coup qui sont assignés à ces quartiers. Dans ce cadre, du coup, je m'intéresse à la manière dont les déplacements géographiques des personnes issues des anciennes colonies jusqu'à la France hexagonale ont entraîné des formes de transformation des ontologies relationnelles, puisque du coup, les populations colonisées, qui étaient du coup des populations paysannes avec des connaissances de leur territoire et des vivants et vivantes qui l'habitaient, des pratiques de subsistance, des rapports spirituels au monde, des organisations politiques distinctes, se sont transformées dans le cadre de la colonisation et d'autant plus dans leur arrivée du coup dans le contexte de la France hexagonale. Il ne s'agit pas du tout là de mythifier et d'associer du coup les sociétés précoloniales à des formes d'utopie écologique ou quoi, mais pour autant, il est évident que le passage des pays d'origine à l'arrivée en France hexagonale et le contexte de dégradation de la colonisation, à l'aune des traitements des populations qui ont pour beaucoup d'entre elles vécu en bidonville puis en quartier populaire relégué, transforment les rapports au monde et les ontologies relationnelles. Et du coup, le rapport aux relations écosystémiques, la capacité de pouvoir sur le monde, etc., etc. Pour les personnes du coup colonisées déplacées en France hexagonale, la colonisation, ça a entraîné une rupture des relations corps-territoire préexistantes, à savoir du coup l'appartenance à l'écosystème d'un territoire, via du coup notamment l'attachement, le temps et les connaissances liées au vivant d'un espace. Bref, c'est autour de toutes ces questions-là que je travaille. Je me dis qu'il est 32 et que c'est bien si j'arrive vraiment sur la fin. Bref, du coup, ces personnes libérées de ce statut de colonisées dans les années 50-70, elles ont pour certaines obtenu la nationalité française et pour d'autres, elles sont devenues des immigrés. Mais quel que soit le statut administratif de ces personnes, les siècles de construction du paradigme moderne, du coup basé sur l'hégémonie de la suprématie blanche dont on vous a parlé, les justifications scientifiques et l'imprégnation culturelle, son institutionnalisation aussi historique, ont maintenu un fonctionnement systémique raciste dans les relations collectives. Et peut-être, je vais conclure sur... ouais, ouais. Du coup, je vais conclure sur la manière du coup, dont ces histoires de quartier, les modalités de vie dans ces espaces entraînent aujourd'hui des formes de recomposition à l'aune du coup des collectifs là, dont je vous ai parlé, qui transforment du coup la scène d'écologie antiraciste et qui commencent, parce qu'eux n'ont pas besoin de justification scientifique, à se saisir du terme de racisme environnemental et à mettre en place des revendications sur ces questions. Et du coup, je vais conclure sur une de ces revendications qui est, pour moi, importante. Ah, elle n'y est pas. Merde. Du coup, qui est la mobilisation du collectif Get Up autour d'un projet autour de ce qu'ils ont appelé l'injustice climatique. Là, ce que je cherchais dans le diapo, c'est la couverture d'un rapport qu'ils et elles ont publié en 2024 qui s'appelle Injustice climatique du coup et qui est issu d'un travail de recherche et plaidoyer qu'a mis en place Get Up autour des rapports d'injustice climatique en quartier populaire et notamment à Saint-Denis, avec du coup tout un pan qui est de la recherche autour de ces questions-là et la mise en place du coup de projets autour de ces enjeux. Notamment, ils et elles ont créé une fresque de l'injustice climatique, ont mis en place des programmes avec du coup les jeunes avec qui ils travaillent dans le collectif, des programmes éducatifs sur les questions de justice climatique et ont mis en place aussi des recommandations et des formations à l'égard des décideurs, notamment des élus, des directeurs d'associations, etc., pour pousser ces questions de racisme environnemental. Et du coup, c'est un travail, leur travail autour de ce projet, autour des questions d'injustice environnementale, il y a un travail en cours et qui est pour moi un travail assez majeur de ce qui se déroule aujourd'hui. Et du coup, l'exemple de Get Up, il traduit un contexte de montée en puissance de la question environnementale au sein des quartiers populaires avec un prisme spécifique qui travaille à prendre en compte les enjeux des personnes issues d'immigration post-coloniale et de leur trajectoire en France hexagonale. Pour moi, c'est les prémices dans un développement foisonnant d'initiatives et de luttes qui permettent de prendre en compte davantage les questions d'antiracisme et d'anticolonialisme dans le cadre plus large des mobilisations écologistes.